Au niveau expérimental, on calcule la résistance du fil en faisant le ratio delta V sur I. Donc, on a ici la définition de la résistance. Donc, pour une différence de potentiel appliquée sur un fil, un appareil, je vais mesurer un courant. Donc, le ratio entre les deux me donne la résistance de l'appareil. Souvent, l'équation est écrite sous cette forme-là, delta V égale à RI. Donc, si expérimentalement, on mesure. Donc, si on reporte sur un graphique la différence de potentiel en fonction du courant, je sais qu'expérimentalement, normalement, delta V, c'est la variable qui est indépendante, puis I, la variable dépendante. Généralement, c'est delta V qu'on manipule, puis on mesure I en conséquence de ça. Mais juste pour faire un lien avec cette équation-là, si je trace delta V sur l'axe vertical, puis I sur l'axe horizontal, je vais avoir, si la résistance était constante, j'aurais un graphique linéaire qui passe par l'origine. Donc, avec une résistance constante, on a un matériau qui est dit ohmique. Donc, une droite. Et la pente correspond à la résistance du matériau. Donc, d'où la loi d'Ohm, en fait. La loi d'Ohm, c'est delta V égale à RI. Donc, pour un matériau qui est ohmique, on aura une relation linéaire entre les deux variables. Mais ce n'est pas tous les matériaux ou tous les dispositifs qu'ils sont. Donc, si je prends par exemple l'exemple d'une ampoule électrique, donc si je prends un filament de tungstène qu'on chauffe, à quoi on pourrait s'attendre comme graphique si je prends un filament et que je le chauffe? En fait, c'est que plus il va être chaud, plus la résistivité va augmenter, plus la résistance va augmenter. En fait, plus le courant va être élevé, plus le morceau de tungstène va chauffer, donc plus la résistance va augmenter. Comme la résistance est en lien avec la pente, on aurait un matériau qui aurait un comportement ohmique à basse température, puis à un moment donné, on aurait un comportement, donc on aurait un régime ohmique et non ohmique. Bon, en gros, on sépare ça, là, chaud et froid, là. Il y a une évolution entre les deux, là. Mais bon. On a aussi les diodes. Donc, une diode, c'est un dispositif qui fait en sorte que le courant passe dans une seule direction. Donc, le symbole dans un circuit, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, un triangle, comme une flèche finalement. Donc, le courant peut circuler dans la direction vers la droite, mais dans la direction opposée, c'est impossible. Donc, c'est un dispositif qui peut donner une certaine protection dans un circuit pour empêcher qu'il y ait des retours de courant. Donc, la manière que c'est fait, c'est justement c'est des semi-conducteurs qui sont jumelés ensemble pour arriver à faire ces propriétés-là. Mais ce qui arrive, c'est que si on applique une différence de potentiel à notre diode, donc là, il faut vraiment que je trace I en fonction de delta V. Là. Si j'applique une différence de potentiel qui est dans la bonne direction, je vais avoir un courant. Mais si j'inverse la polarité, je n'ai pas de courant. Donc, pour une diode, le profil ressemble à ça. Donc, j'ai un courant ici qui est pratiquement nul. Il n'est pas tout à fait, mais il est pratiquement nul. Puis, je vais avoir, à un moment donné, un courant qui va augmenter de façon exponentielle. Donc, ce n'est pas du tout ohmique. On voit que la relation n'est pas linéaire. Donc, dans un circuit, pour faire un courant, pour générer un courant, il faut absolument que la pile fournisse de l'énergie. Donc, la pile fournit l'énergie pour accélérer l'électron. Normalement, ce qui arriverait, c'est qu'il accélérerait puis j'aurais une vitesse infinie. Mais on sait que la vitesse stagne à la vitesse de dérive. Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'électron n'acquiert plus d'énergie. Donc, l'énergie qui est fournie par la pile est automatiquement dissipée par le matériau. Donc, si on prend un circuit typique, on aurait une source de force électromotrice, puis là, on aurait notre fil. On peut avoir un dispositif qui est branché après ce fil-là. Bien, supposons qu'on branche un grille-pain après notre source de FR. Donc, si je prends quelques électrons dans mon circuit, là, ils vont se déplacer dans une certaine direction, puis ils vont aller faire griller le pain. Donc, la pile, sa mission, c'est de prendre un électron ici, puis de le déplacer jusque là. Donc, en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre une charge E, ou en fait, disons, un élément de charge DQ, puis elle va le déplacer
sous une différence de potentiel qui est epsilon. Donc, la pile va faire, pour un élément de charge dQ, elle va faire un élément de travail qui est égal à dQ fois epsilon. Bon, maintenant, la pile a fait ça pendant un certain temps, mais cet élément de travail-là va être fait sur un laps de temps très court qui est dt. Donc, étant donné que par définition, la puissance est définie comme dW sur dt, ben ça revient à dire que c'est dQ sur dt fois epsilon. Ce qu'on va avoir ici, c'est la puissance qui est fournie par la pile. Je veux dire PF. Et dQ dt, on sait par définition que c'est le courant électrique. Donc la puissance qui est fournie par la pile, par la FEM, c'est epsilon fois I. Évidemment, je pourrais même avoir plusieurs piles dans mon circuit. La puissance fournie serait la somme de toutes ces puissances-là. Maintenant, cette puissance-là est fournie, mais mon courant est stable. Ça veut dire que mon grille-pain qui est ici, en fait, n'importe quel dispositif qui est branché à mon système va dissiper complètement cette énergie-là. Donc, de quelle façon maintenant? Donc, mon grille-pain, si je prenais la différence de potentiel qui est appliquée à ces bornes, donc je peux mesurer ça. En fait, le grille-pain fait le travail contraire. Donc, il fait un travail contraire à celui de la pile. Je vais avoir une charge qui part d'ici, qui se retrouve là dans le circuit. Elle va subir une différence de potentiel qui est delta V. Delta V grille-pain. Okay? Donc, de sorte que le travail fait par le grille-pain, bien, ici, on prend encore un élément de charge dQ, puis qu'on y applique une différence de potentiel delta V, on aura le travail, partie du travail du grille-pain. Donc, la puissance qui sera dissipée par mon grille-pain, ben, c'est dW sur dt. Étant donné que dQ sur dt égale à I, notre puissance dissipée sera delta V fois I. Le grille-pain, il y a une résistance interne. Si on prend la résistance du filament de tungstène qui est à l'intérieur, ben, on peut changer delta V par R fois I. Donc, la puissance dissipée peut aussi s'écrire comme R fois I, donc RI carré. Ce qui veut dire que mon fil, je n'ai pas considéré, mais mon fil électrique, il y a aussi une résistance. Donc, lui aussi, il va dissiper de l'énergie. Donc, je peux aussi faire une autre transformation. Si je prends l'équation qui est ici, puis que je change I par delta V sur R, j'ai une troisième façon de calculer la puissance dissipée. Donc, on sait que les unités de la puissance, c'est des watts, mais on voit aussi que par le produit epsilon fois I ou delta V fois I, c'est des ampères-volts. Donc, on peut en déduire que des ampères fois des volts, ça donne des watts. Je terminerai en disant que dans un circuit, puis ça sera un peu ma porte d'ouverture pour le prochain chapitre, c'est que dans un circuit complexe, avec plusieurs piles, donc source de FEM, plusieurs résistances, si on prend la somme des puissances fournies, on devrait trouver la même chose que la somme des puissances dissipées. Évidemment, un circuit, c'est à l'équilibre. Le courant est stable, donc il faut absolument que ce qui est fourni en énergie soit dissipé dans le même laps de temps.